Bonjour à tous, une petite vidéo un peu prévue, un peu pas prévue, un petit peu à l'improviste. J'ai proposé à Orlan qu'on ait une petite discussion, quelques minutes, sur une question qui est vraiment redondante actuellement dans mes MP. Vous voyez que le niveau d'insécurité a vraiment explosé. Vous savez qu'on y est très sensible dans notre communication, qu'on a développé une branche sur tout ce qui est preppers qui s'appelle SIFTAC. C'est une dimension importante pour nous, que ce soit au niveau psychologique, au niveau préparation physique. Et donc, on a beaucoup de gens de notre communauté qui nous posent la question régulièrement, Guillaume, au vu de l'explosion gigantesque de l'insécurité, quelle est pour toi la meilleure manière de s'y préparer? Je pense qu'Orlan a une vision des choses qui doit être relativement proche de la mienne, mais peut-être qu'avec les mots qu'il utilisera, il vous apportera plus de choses sur le sujet. Ce qui ressort en général des MP que je reçois, c'est soit des gens qui sont complètement démunis face à la situation et qui sont en train juste de réaliser l'ampleur du merdier ambiant et qui savent pas trop par quoi commencer, ou alors des gens qui voudraient mettre en place des solutions qui, à mon sens, sont d'une bêtise absolue et que seul quelqu'un qui n'est pas rentré dans un tribunal correctionnel peut se dire. En gros, la vision totalement démunie des gens, la dernière fois j'ai fait un post qui a fait beaucoup réagir en MP. J'ai expliqué que, ben voilà, encore Gare de Lyon il y a 3-4 jours, alors que moi j'y étais quelques jours avant. Il y a encore un mec qui est arrivé du Mali avec un marteau, un couteau de combat et qui a réussi à poignarder 3 personnes. Et j'ai dit, se balader dans Paris actuellement sans une trousse de secourisme d'urgence est un manque de conscience. Et je le pense fortement. Donc quand je pose cette question-là, ou quand j'affirme ça, il faut déjà se poser la question, est-ce que vous avez des notions de secourisme tactique et d'urgence? Parce que se balader avec un garrot tourniquet et un pansement israélien sur vous, bah, si vous ne savez pas vous en servir, ça va quand même être moyennement intéressant. Et c'est pas des choses que vous allez apprendre à vous servir dans un état de stress très élevé, dans un SST ou un PSC1 par exemple. Donc il y a une réflexion à avoir actuellement sur votre niveau de secourisme. Niveau de compétence en général d'ailleurs. Niveau de compétence en Si, général. parce que si on revient sur le gars qui est intervenu à Lyon justement, Mhm. alors je ne parle pas de l'acte héroïque qu'il a fait en intervenant, mais les erreurs qu'il a pu faire. Alors il a peut-être pas eu le choix, je connais pas le contexte, mais l'état dans lequel il a fini, ça dénote soit qu'il a été dépassé par les événements, et ça peut être largement le cas, soit qu'il n'avait pas les compétences pour faire face à une arme blanche en face de lui. Et du coup, bah, il a fait ce qu'il a pu, et ça reste admirable et c'est héroïque. J'ai pas la prétention de dire que j'aurais fait ce qu'il a fait, mais par contre, il était peut-être pas en pleine conscience du niveau de compétence par rapport au niveau de risque qu'il y avait à intervenir. Donc c'est dans tous les domaines, quoi. Le mec s'est pris un coup de couteau là, il est coupé au niveau des 2 pouces avec des points de suture de partout parce qu'il a attrapé la lame à la main. Le mec est un héros. Le mec il s'est jeté sur le gonze, il a arrêté les coups de couteau avec sa nuque, avec ses mains. Le mec est un tueur à gages né, c'est un retraité de 57 balais. Une paire de couilles en adamantium. Vraiment full respect pour ce mec-là. Mais il aurait pu rester. Mais il aurait pu mourir. Je crois qu'à 2-3 cm, sa carotide allait se vider. Donc on peut se poser des questions déjà, qu'est-ce qu'on a comme compétence de secourisme? Parce qu'une fois qu'on va être percé, qu'on va commencer à se vider, encore une fois, soit on n'a aucune notion de secourisme, soit on en a dans un contexte civil, et donc ça va moyennement fonctionner. Au passage, l'histoire du fameux garrot de fortune que vous pourriez faire avec un stylo et un t-shirt, dans ce contexte-là, vous comprenez bien que c'est complètement mytho, alors que d'avoir une trousse faite pour, avec un niveau de formation fait pour, eh ben, on ne dit pas que ça va vous permettre de survivre, on dit que ça va diminuer les statistiques de chances que les gens meurent. C'est surtout ça. Et Alors, d'ailleurs oui. ça soulève une autre question. Ça sera peut-être une autre vidéo parce qu'on Mhm. n'aura pas le temps de tout évoquer, mais on parle de l'aspect matos et l'aspect compétences qui vont ensemble. C'est-à-dire Mhm. que ça sert à rien d'avoir les compétences sans le matos qui va avec, et Clairement. ça sert à rien de porter un garrot sur soi ou une trousse de secours si on ne sait même pas Sans poser un pas garrot. utiliser. Et ça se répercute sur tous les domaines. C'est-à-dire Mhm. qu'il y en a aussi qui se branlent sur le fait d'être équipé, alors qu'en plus la législation française ne nous le permet pas, mais d'avoir un couteau sur soi ou d'avoir. Mais il y a une différence entre avoir le matériel, un couteau, Bien sûr. et juste l'avoir, mais pas savoir s'en servir.
et aussi à savoir ce que c'est d'utiliser un couteau quand il Quand est il faut le nécessaire de rentrer dans des l'utiliser. côtes ou quelque Parce chose comme que ça va être particulier. un outil qu'on pense utile pour nous servir peut se retourner contre nous quand on ne sait pas s'en servir. Bien sûr. Donc aujourd'hui, les gens qui n'ont pas de formation au couteau, et je me comprends dedans d'ailleurs, et qui pensent qu'avoir un couteau à la ceinture, ça va les sortir de toute situation, ça peut aggraver une situation Bien qui sûr. aurait pu être stabilisée facilement. Alors, Donc il y a toujours cette notion de... pour aller même plus loin que ce que tu dis, c'est que très souvent, moi, j'ai des discussions avec des femmes qui me disent, non mais moi j'ai toujours un couteau sur moi. Mais en fait, il faut vous rendre compte que si vous sortez un couteau pour dire attention, hein, j'ai un couteau, faut rien me faire, mais que derrière vous le sortez terminé. pour pas poignarder, vous allez mourir et ça va mal se passer. Donc en fait, vous ne devriez rien avoir sur vous que vous n'êtes pas sûr et certain d'être capable d'utiliser. Et poignarder quelqu'un, c'est particulier. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé. Je vais pas inventer une vie de G.I. Joe. Mais bon, chacun a sa vision de est-ce qu'il serait capable de le faire ou pas. Mais c'est particulier. C'est pas comme tirer dans quelqu'un, par exemple. C'est tirer dans quelque chose, il y a une distance, etc. Là, c'est moi, avec ma lame au corps à corps, qui vais rentrer un couteau dans quelqu'un. Donc, je suis pas sûr que se balader avec un couteau sur soi, si on n'a pas la psychologie qui va avec, ça soit une super idée. Encore faudrait-il Et puis, aussi... même quand vous y êtes préparé, moi je ne l'ai jamais fait personnellement, mais je connais des gens qui ont eu à le faire. Quand ils vous parlent des sensations qu'il y a quand la lame elle rentre dans de la chair C'est particulier. en- en- dans l'aspect traumatique de la Mmh. chose, C'est particulier. on est au next level quoi. L'autre point, alors là je vais prendre carrément un extrême opposé, c'est des contacts à nous qui par exemple sont des clients à nous et qui font du tir et qui nous disent ouais mais bon faut sortir calibré, etc., etc. Alors je refais la situation de la gare de Lyon. Vous êtes donc à Paris à gare de Lyon, vous voyez l'agression et là vous vous dites bon ben nickel c'est mon moment. Port discret, je tire, je shoot, ou je sors de mon sac à dos, mon gun, je shoot. Alors là, je vous explique en fait comment ça va se passer. Vous partez en prison sans passer par la case départ, sans toucher 20 000 euros, Monopoly. et vous n'en ressortirez jamais. 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 Et c'est malin de vouloir faire le malin par MP Instagram en nous disant non, mais mieux vaut être jugé par 6 que porté par 12 ou ces phrases complètement mytho. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous vivez dans un monde cinématographique. C'est-à-dire que vous avez trop regardé The Punisher, vous avez trop regardé de séries américaines où les mecs ils sont aux USA et boum, dès que ça défouraille ou dès que ça attaque, ça shoot. Ce serait juste que vous le fassiez. Ce serait juste. Ce serait légitime. Vous voyez un Malien en train de poignarder des gens, vous arrivez, vous restez à une distance safe de 7 à 25 mètres, vous armez, bam, vous shootez. Il y a des exemples tous les jours aux États-Unis de mecs qui arrêtent des tueries de masse ou des agressions en faisant usage de leur arme à feu personnelle. Mais c'est dans un contexte légal où c'est légal. Vous seriez dans un état, même au niveau juridique de légitime défense, vous voyez le mec en train de poignarder, vous sortez votre arme, vous shootez. En réalité, Quand on sait dans que la les forces de réalité, c'est là que j'en viens. Ouais. La réalité fait que vous avez raison. Vous avez 100% raison. Mais le magistrat, rappel, 30-35% des magistrats sont syndiqués au syndicat de la magistrature, qui est un syndicat qui fait la fête de l'UMA avec l'extrême gauche. Donc c'est pas une vidéo politisée qu'on est en train de faire, mais il faut que vous compreniez le contexte juridique actuel. Le contexte juridique actuel fait que la totalité, l'extraordinaire majorité des magistrats sont de gauche, anti-armes, anti-violence. Il y a un droit européen qui supplante tout le reste, qui s'appelle le droit à la vie. C'est-à-dire qu'à un moment où vous avez fait usage d'une arme létale pour mettre fin à une menace, vous aviez jugé que vous pouviez ôter la vie à une personne. Et vous allez vous prendre la Ligue des droits de l'homme, la Commission européenne des droits de l'homme, le droit européen sur la gueule. Quand vous comprenez que même un force de l'ordre, quand il se fait rentrer dedans par une bagnole, il ne peut pas tirer sur la bagnole parce que s'il y a un ricochet qui part et qui va shooter le conducteur, il arrive au tribunal, il dit écoutez, c'était une arme par destination, la voiture. On a eu le cas de l'attentat de Nice où on a eu 80 personnes qui se sont fait écraser par un camion. Donc moi, la voiture me fonce dessus, j'ai fait usage de mon arme. La personne lui dit qu'est-ce qui vous dit que la personne elle est écrasée
d'autres personnes ou commettre des délits ou des crimes. Je l'ai imaginé, je l'ai analysé comme ça au vu du comportement. Oui, donc vous avez jugé. Oui. Est-ce que vous êtes juge? Non. Donc vous aviez jugé que vous pouviez faire usage d'une arme létale pour mettre fin à une menace, ne sachant pas s'il y avait une réelle menace. Vous avez perdu. Et en fait, ce droit européen à la vie fait qu'en fait, vous n'avez jamais le droit de faire usage d'une arme qui peut ôter la vie à quelqu'un, puisqu'on va considérer que vous avez jugé la situation alors que vous n'aviez pas à le faire. Donc le droit américain n'est pas le droit chinois, n'est pas le droit européen, et vous allez perdre. Vous pouvez faire les malins à vous balader avec votre Glock dans votre poche ou dans votre futale. Au moment où il faudra faire usage de votre arme, vous savez qu'à partir de ce moment-là, quand vous allez dégainer tirer, vous avez pris 20 ans ferme. Et au passage, on va vous salir dans les médias parce que vous serez un fils de pute d'extrême droite. Juste dégainer même. Voilà. C'est même pas besoin de tirer. Vous serez un fils de pute d'extrême droite. Au pire, vous prenez votre arme, vous tirez en l'air pour que le mec il ait un coup de oula, je vais en prendre une. Au pire, vous lui en mettez une dans la jambe, vous aurez tort. À vie, vous toucherez plus une arme parce que vous serez finiada, c'est terminé. Vous serez une menace dans la tête de l'État français pour la sécurité publique, parce que vous aurez pris une arme destinée au sport, à la FFT, dans un contexte hors FFT. En plus, là, on est sur des armes de catégorie B qui n'ont absolument même pas le droit d'être utilisées en dehors d'autre chose qu'un stand FFT dans des conditions particulières. Donc là, vous vous rendez pas compte que vos discussions de mythomanes, elles sont complètement cinématographiques. Vous n'arriverez jamais à faire ce genre de choses. Maintenant, sur le cadre de la législation du couteau, pour revenir à ce que disait Orlan, encore une fois, en avoir un, c'est autorisé, mais encore dans un contexte. Là, on a un mec qui est parti 10 mois en prison ferme parce qu'il sortait d'une mosquée, qu'il avait un couteau de cuisine de 10 cm de long et qui se baladait à côté d'une synagogue le jour où un imam d'Arabie Saoudite avait appelé tous les musulmans du monde entier à buter du juif. Donc évidemment, lui, ce jour-là, quand ils l'ont chopé avec un couteau, vous comprenez que lui, pareil, il est parti en prison, sans passer par la case départ. Vous, demain, on vous chope avec un couteau morta, un opinel ou un laserman sur vous. Si vous n'êtes pas dans un concert, si vous sortez pas d'une mosquée et si vous ne baladez pas dans des endroits où il y a des juifs, normalement, vous risquez quand même pas grand-chose. Mais encore une fois, tout est contexte, tout est comportemental. Et encore une fois, avoir un couteau pour sa défense, c'est encore une fois pas spécialement une bonne chose si c'est pas quelque chose auquel vous êtes vraiment préparé. Au niveau physique, avec Orlan, on a une vision de la préparation physique et de l'augmentation du niveau de conscience. Moi, je vais vous expliquer que les cours de self-défense qu'on peut donner parfois une fois par mois à la salle quand on a l'occasion, le but de l'opération, c'est pas de rendre Ghislaine, 47 ans, en surpoids, secrétaire médicale, lui faire croire qu'au bout d'un cours de Krav Maga, en mettant 2 doigts dans les yeux et un coup de pied dans les couilles, elle va pouvoir se sortir d'une attaque faite par un Malien avec un marteau et un couteau dans les mains, vous voyez. La transition qu'on pourrait faire là, avant qu'on parle de ça, c'est que en dehors de tout l'équipement qu'on peut avoir en termes de self-défense, toutes les armes qu'on n'a pas le droit d'avoir et que certains choisissent d'avoir ou croient que c'est la solution, avant tout ça, puisque ça nécessite un niveau de formation, un niveau de conscience et un niveau de contexte qui de toute façon vous fera perdre, avant ça, les priorités, c'est du coup ce que tu commences à La vigilance. voilà, c'est la vigilance, la condition physique et des compétences au moins d'analyse et de réponse minimales. Exactement. Pas faire de vous un expert du sport de combat, j'en suis moi-même pas un. J'ai pas le passé sportif de Guillaume, par exemple, dans les sports de combat ou quoi. Mais vigilance, condition physique, parce que ça va être la base, et capacité d'analyse et de réponse minimale. Moi, par exemple, donc, j'étais quelques jours avant Gare du Nord, et j'étais avec mon fils de 3 ans et ma femme, donc extrêmement vulnérable. Premièrement, on a des sacs à dos et on n'a pas des sacs en bandoulière parce que évidemment ça va pas fonctionner pareil si je dois me mettre à courir. J'ai une trousse de secours sur moi minimale, j'ai une vigilance
360 degrés en ayant un comportement qui n'appelle pas à montrer à tout le monde que je suis survigilant parce que d'un autre côté, je peux attirer la merde en faisant ça. Mais par contre, je suis pas endormi, je suis extrêmement vigilant, mes poches sont fermées. J'ai toujours quelqu'un qui regarde derrière moi quand je suis coincé au guichet pour prendre mon ticket de métro. Et j'essaie d'analyser les groupes de merde ou les comportements qui sont suspects. Il y a un langage corporel à analyser, etc. etc. C'est quelque chose qu'on développe sur les stages sur Siftac. Donc déjà, 99,9% de votre protection personnelle, ça va être dans l'anticipation. Il faut vous retrouver jamais dans une situation de merde. Excusez-moi ce que je dis n'est pas français. Il ne faut jamais vous retrouver dans une situation de merde. Il faut jamais avoir à utiliser les compétences que vous pourriez avoir développées. Donc déjà, j'y reste le moins possible. Quand j'y suis, je suis extrêmement vigilant. Je ne montre pas un comportement paranoïaque parce que ça peut attirer la vigilance sur moi. Mais par contre, moi, je ne suis pas endormi et je considère que toute personne qui s'approche un peu trop près de mon périmètre va commencer à être un danger. Et je suis en veille, vigilance. En japonais, on appelle ça Zanshin. C'est une des 7 vertus du Bushido. Et c'est quelque chose que l'être humain lambda actuel a complètement oublié. Ensuite, à ce moment-là, si jamais, bien que j'ai tout fait pour anticiper la merde, ben la merde me tombe dessus. Et de mon vécu, ça arrive. Ah ben là, il va falloir physiquement et en termes de compétences, que vous soyez prêt. Donc là, on peut mettre en place des choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les trainings Siftac que tu mets en place par exemple le samedi? Déjà, pour finir sur la vigilance, je rajoute un truc. C'est que alors, il y en a qui vont voir la vidéo là et qui vont se dire, mais être vigilant au quotidien, pourquoi? Ça sert à rien. Et ça, c'est jusqu'à qu'on soit confronté à. Alors pour Parce que, rebondir sur ce que tu dis, il faut comprendre un truc, c'est que si nos ancêtres, ils ont survécu à travers les âges, c'est parce qu'ils s'endormaient jamais. Hein. ouais, bien sûr. Ils se faisaient chasser par d'autres animaux, la tribu d'à côté venait les défoncer, les violer, les piller, les tuer. Donc en fait, si vous ne considérez pas qu'on peut être vigilant la plupart du temps, vous avez oublié ce que vos ancêtres ont été capables de faire. Qui sont quand même des gens qui ont buté, violé, pillé, chassé des mammouths, des orques, des baleines depuis la nuit des temps. Donc on peut être vigilant. C'est pas parce que votre cerveau actuellement est endormi que ça va vous demander un énorme travail psychologique pour devenir vigilant au quotidien, que vous n'avez pas les capacités de l'être. Tout le monde associe la vigilance à la parano. Moi-même, Mm. dans mon entourage, j'ai plus de gens qui comprennent pas la vigilance que je m'impose au quotidien que de gens qui la comprennent. Dans notre Mais coaching, tout le monde associe la bienveillance au laxisme. voilà. Alors que dès qu'on explique qu'il n'y a pas, dans la vraie définition du mot, il n'y a pas de bienveillance sans exigence, en fait, quelqu'un qui est bienveillant sans exigence, en fait, il est laxiste. Et en fait, il vous fait croire qu'il vous veut du bien, c'est juste qu'il s'en bat les couilles. Donc les mots sont très importants. Vigilance et paranoïa n'ont pas de rapport. Et la vision que les gens auront de vous parce que vous êtes vigilant, elle aura très peu d'importance quand, parce que vous avez été vigilant, vous leur avez évité de la merde. Ils se moqueront de Parce que, vous qui vous ouais, préparez au pire jusqu'à ce que le pire arrive. Et croyez-moi, Karine, avec mes formations de secourisme sur 2021-2022, ça la faisait beaucoup rire. Quand en 2022, on est allé au ski et qu'on a ramassé 3 personnes sur les pistes et que j'avais le matos et que j'avais de quoi leur porter secours, elle s'est dit, putain, finalement, c'est bien que mon mec soit quand même balèze sur le sujet. c'est Donc, sur la préparation physique, vous avez des choses à bosser. On met en place des séances Siftac, vous avez des programmations qui peuvent vous permettre aussi de bosser ça. Faire des choses quand vous êtes complètement oxy, garder le cerveau connecté quand vous finissez un IWT, augmenter votre force physique, augmenter votre puissance physique, ne jamais vous allonger après un effort. Ce sont des choses qui vont vous apprendre à être plus résistant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les séances à thème que tu mets en place sur Siftac qui peuvent pourquoi pas aider certains coachs qui voudraient rentrer dans cette dimension-là à mettre ça en place dans leur salle? Bah, déjà, dans les séances Siftac, on recentre un petit peu les priorités ailleurs que ce qu'on fait dans la préparation physique sportive, puisque les fondamentaux ne sont pas sur les mêmes bases, dans le sens où, déjà, pour faire face à une situation un petit peu inattendue au quotidien, vous avez rarement besoin de courir 10 km et de faire un effort long. La première compétence physique dont vous allez avoir besoin, c'est puissance-force, force-puissance. Je rebondis ça pour donner des indications. En gros, par exemple, dans une situation comme une gare ou une tentative de viol ou un truc comme ça, c'est l'énergie gigantesque que vous allez pouvoir déployer pendant les 30 premières secondes ou les 3 premières minutes qui va décider
à quasiment 100% de l'issue des choses. Si la personne, elle vous tire le bras et vous êtes fait disloquer le bras, vous allez finir violé dans les 10 secondes. Si la personne, elle vous met une patate dans la gueule et que ça vous déconnecte complètement parce que vous n'avez pas le système musculo-squelettique en termes de force de position pour maintenir votre ossature correcte quand vous prenez le choc, vous êtes KO et derrière vous finissez violé ou poignardé ou volé. Alors que si vous êtes capable de créer un énorme gainage et une énorme puissance physique sur les 3 premières minutes, et bien là, derrière, vous pouvez donner l'alerte, crier, vous débattre, et donc vous augmentez vos chances de survivabilité qui sont gigantesques. Encore une fois, on est dans l'augmentation des chances de survivabilité. Ouais, donc j'allais venir à ça justement. Donc c'est force-puissance pour pouvoir fournir une réponse dans un court timing, mais hyper intense. Et de base, la solidité de votre ensemble musculo-squelettique, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour pouvoir résister à la déformation, à un choc, à une chute, à un impact, à tout ce que vous voulez. Il y a un truc que tu mets très bien aussi, c'est des choix, des couleurs, des décisions à prendre pendant la séance. Ouais, donc déjà à la base, c'est force-puissance en termes de développement et solidité de votre corps en général. Donc on est beaucoup plus sur les filières anaérobies que sur la filière aérobie, même si on vient l'intégrer bien évidemment dans certaines séances. Et ensuite, il y a de la notion aussi de capacité à garder un certain niveau de lucidité. C'est-à-dire qu'en plus de développer des compétences purement physiques, on vient ajouter un facteur de connexion où on crée un stress métabolique avec l'activité physique, généralement à haute intensité, puisque c'est l'intensité qui va créer un maximum de perturbations. Et malgré toutes les perturbations physiologiques qui sont créées par l'activité physique, on va demander un certain niveau de concentration. Donc ça peut passer par plein de phases. Hein. Ça peut être de la précision. Quand je dis précision, c'est pas forcément du tir, hein, mais c'est de la précision gestuelle, trajectoire, tout ce qu'on... De la petite motricité. Voilà, motricité, précision, détection de consignes, que ce soit auditif, visuel. Des fois, on soumet les pratiquants à plusieurs vecteurs de consignes pour qu'il y ait une analyse qui soit obligatoire avant de créer une action-réponse. Avec des fois des pièges, avec des perturbations, on ajoute aussi, des fois j'ajoute dans les séances des obligations de choix. C'est-à-dire que je crée de l'information qui est pertinente et nécessaire, et je crée de l'information parasite, pour pouvoir aussi faire le choix de contrôler ce qui est contrôlable et se concentrer sur la priorisation et de la hiérarchisation dans le traitement des informations que j'ai malgré le stress élevé. À savoir qu'on peut vous mettre des cadavres par terre avec du ketchup autour pour imiter le sang, votre cerveau saura que c'est pas réel. Donc, à mon avis, c'est pas intéressant de rentrer dans FX, effets spéciaux, sur le gore. C'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher un stress physiologique intense, puisqu'on ne pourra pas imiter le stress psychologique qui va se produire, mais par contre, on peut imiter à volonté le stress physiologique qui sera issu du stress psychologique que vous allez vivre. Et en réalité, ce qui va nuire à votre réponse, c'est pas tant le stress psychologique que la violence de la réponse. C'est pas tant le stress psychologique, c'est la violence de la réponse physiologique. Et donc, il va falloir apprendre à gérer, à garder un cerveau connecté, un cerveau cognitif qui est là quand on a la physiologie qui, due au stress, a complètement explosé. L'effet tunnel, le cœur à 180, les mains qui savent plus rien faire, etc. etc. Le son qu'on n'entend plus très bien parce qu'on est complètement oxy, ça on peut limiter à l'entraînement. Par contre, le stress de voir un membre arraché ou quelqu'un se faire poignarder, ça on n'y arrivera pas. Mais ce qui vous empêchera d'agir et de choisir correctement, c'est pas la vision de ça, c'est le stress physique et physiologique que ça va induire. Autre point, parce que c'est une discussion qu'on pourra avoir pendant 2 heures avec vous et c'est pas vraiment le but. Autre point, très souvent on a la question de est-ce qu'il faut se mettre au sport de combat? Alors là encore, pour clôturer, parce qu'on a parlé de ça sur ce que nous on développe, mais il faut bien comprendre que si on prône le fait que ça doit être au centre d'une préparation en termes de capacité de réponse et de capacité de préparation au quotidien, c'est parce que ce qui va faire la différence, souvent Guillaume t'en parle quand tu compares 2 combattants au même niveau technique. Ce qui fait la différence entre 2 combattants sur un ring au même niveau technique, c'est le niveau physique. C'est la brutalité. Donc, le niveau de puissance, etc. Nous, parce que je me comprends dedans, au quotidien, en ayant besoin de répondre à une agression dans la rue, c'est certainement pas moi, avec mon petit background technique de sport de combat, qui vais faire la différence. Si jamais en face de moi, j'ai un technicien plus chevronné. Par contre, si je développe une capacité physique à donner une réponse brutale auquel lui ne s'attend pas, parce qu'il faut savoir un truc aussi, c'est que dans la majorité des agressions,
si vous avez réussi pendant les 30 premières secondes à répondre avec une brutalité énorme, vous avez une chance sur deux déjà que l'agresseur rebrousse chemin, parce qu'il faut savoir que de la même manière que, anthropologiquement parlant, un prédateur choisit une proie par rapport aux signaux de faiblesse que la proie met en place, ben, quand la proie donne des réponses de brutalité et Les gens veulent des d'affront. trucs faciles. Voilà, c'est exactement. Moi, je voulais Donc, aller dans un la prédateur, quand facilité. c'est pas facile, il s'en va. Je vais là-bas, putain, je voulais lui voler son portefeuille, putain, je prends une torgnole. Là, ça va dégénérer. Et en fait, moi, je veux pas finir estropié, je voulais juste de Exactement. l'argent facile. Ou si je suis un pervers sexuel, je voulais juste tirer mon coup. J'étais pas là pour me battre avec une meuf. Surtout que j'augmente, plus la durée de temps passe, plus je prends le temps qu'elle appelle quelqu'un et que des gens interviennent. Donc en fait, là, le chrono, il défile et en fait, j'ai pas le temps d'agir. Même Donc, dans le choix de la victime, ça se fait avant. C'est-à-dire que généralement, le but c'est est pas de un gagner mec du de, temps. voilà, c'est pas un mec de 1m90 qui est Non, comme non. ça, qui se fait agresser dans la rue, ça arrive pas. Parce qu'il Ou alors c'est parce qu'ils sont en groupe, etc. Oui, voilà, etc. Et parce qu'il y a un contexte. Mais j'essaie de vous expliquer. Donc ce qu'on essaie de vous expliquer, c'est que déjà, l'aspect technique dans la self-défense, il est beaucoup trop pipeau. C'est-à-dire que moi qui ai été des années dans la sécurité, je préfère me battre avec un mec de 69 kilos qui boxe bien, qui va super vite, aucun problème. À la baston, ça va moyennement me déranger. Plutôt qu'avec une marmule de 95 bars, avec une agressivité sans nom. Là, le mec, il a des patates de forain qui partent dans tous les sens. Même lui, il sait pas ce qu'il est en train de faire. Il est immaîtrisable, en fait. Donc, déjà, l'emphase, à cause du cinéma, sur la technique, parce qu'on a vu tous des films de Jackie Chan où il rentre dans un bar, il éclate 20 personnes à coups de pied retournés. On se dit, ouais, si je suis un technicien, ça va bien se passer. Non. Si déjà, quand vous prenez une clacasse, vos cervicales, elles sont démises. Si déjà, quand on vous tire sur le bras, votre bras, il s'est démis, on va avoir un problème. Si déjà, quand on vous chope les jambes et qu'on vous scratche au sol, votre colonne vertébrale est complètement pulvérisée, on va avoir un problème. Donc déjà, vous devez comprendre que sur cet aspect, quel sport je devrais pratiquer pour ma défense personnelle, bah déjà, sachant que mon but, c'est d'abord de fuir, de manière absolue. Premier sport de combat pour la self-défense, le running. Le 800 mètres run, fort time à bloc. Le deuxième sport, la force, parce qu'encore une fois, vous pouvez développer toutes les techniques de Krav Maga, de Panchak Meburn. Si derrière, en face, le mec, quand il vous chope la gorge, rien qu'avec son grip, il vous étouffe, vous pouvez être là et faire des trucs, vous serez éteint inconscient avant d'avoir pu exprimer votre technique. Et dans un troisième temps, il faut penser à quelles sont vos qualités physiques de base. Donc en réalité, si vous êtes un homme, pour éviter d'aller au tribunal tout de suite, moi je vous invite à faire tout ce qui est grappling, MMA, c'est-à-dire je vais essayer de venir au corps à corps, maîtriser l'adversaire, maîtriser la situation, et s'il veut pas se laisser maîtriser, j'ai ce qu'il faut en striking pour le flasher et pour lui éteindre la lumière. Encore une fois, ce que je dis n'est pas valable pour un couteau. On va pas rentrer au grappling si le mec il a une lame. On n'est pas débile. Encore une fois, c'est une question de contexte. Je parle pour un contexte plutôt général. Et d'un autre côté, le Krav Maga va m'apprendre des techniques extrêmement potentiellement efficaces. Mais si je n'ai pas la condition physique, l'agressivité gigantesque, la capacité neurologique à avoir pris des coups, savoir ce que ça fait, tomber, me relever, être capable de me relever quand j'ai quelqu'un qui est sur moi, être capable de m'adapter à quand je suis dessous, qu'est-ce que ça fait quand je prends des nions dans la gueule, etc. etc. Et que donc j'ai qu'une vision Krav Maga, arts martiaux traditionnels des choses, donc sans le travail de timing, sans le travail de distance, sans le travail de la vraie putain d'agressivité quand j'ai quelqu'un qui me bombarde, eh bien hélas mon entraînement va avoir ses limites. Donc à mon sens, avec tout le recul que j'ai dans les sports de combat et dans la préparation physique, je pense que d'abord la préparation physique généralisée pour entrer dans un niveau de puissance gigantesque qui est vraiment primordial à un quelconque sport de combat et de Krav Maga. Et ensuite, je vais vous conseiller, si vous êtes un homme, de vous orienter plutôt vers du MMA, ce qui vous permettra d'avoir une réponse graduée en fonction de l'altercation que vous avez. Parce que le Krav Maga, il n'y a pas de réponse graduée. Au moment où vous allez envoyer une putain de tannée dans la glotte, si le mec vous avez juste mis la main sur l'épaule, vous allez au tribunal vous dire oui, je lui ai éclaté la glotte. Mais pourquoi vous avez fait ça, monsieur? Ben parce qu'en fait, il m'a mis la main sur l'épaule. Et D'accord. d'ailleurs, dans le Krav Maga, il y a plein de points positifs, mais faut pas partir dans l'extrême du Krav Maga Gucci, précision de fou. Les doigts dans les yeux, les trucs, ça n'arrivera jamais. Vous n'arriverez pas à mettre des Ça doigts dans marche les yeux. Donc, quand Guillaume parle de glotte, là,
c'est une manchette pleine glotte. C'est pas le truc hyper précis qui vient en trajectoire. Ça vous pouvez Et oublier. même si ça vous n'existe apprenez pas. à casser un bras, à taper dans les testicules, faites ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de graduation dans la réponse, un mec vous agresse, il vous prend par l'épaule, vous lui faites un truc, même si vous le faites bien, vous lui pétez un bras, vous lui pétez le nez, c'est super, mais derrière au tribunal, vous aurez perdu. Et vous pouvez dire, ouais, mais moi, je m'en bats les couilles. Tant que vous n'êtes pas rentré dans un tribunal, vous n'avez pas le droit de dire ça parce que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Le deuxième point, c'est que par contre, si vous êtes une femme, et encore une fois, c'est contexte, si vous êtes une femme, vous allez rarement vous faire agresser par une autre secrétaire comptable. Donc là, vous, en termes de contexte, quand on va vous agresser, quand on va être dans l'attouchement sexuel, dans l'agression sexuelle, si vous rentrez dans une notion de défense, là, une femme de 50 kilos qui va taper dans l'inglotte d'un grand noir malien qui l'agresse, eh ben forcément, au tribunal, elle aura une question de réciprocité parce que, au vu du contexte, eh ben, elle a eu raison, ou du moins ça sera beaucoup plus pardonné qu'elle soit rentrée dans un niveau de violence gigantesque. Vas-y. Et quand bien même, il y a quand même une notion de priorité. C'est-à-dire que même si nous, on essaie de vous sensibiliser sur le fait qu'il faut arrêter de croire que donner la réponse la plus violente va vous aider parce que derrière, vous allez avoir des emmerdes. Vous allez perdre. Il y a quand même une notion de perdre et perdre. C'est-à-dire Bien que, sûr. bien évidemment, Il ne faut pas perdre. si votre vie est en danger Il faut pas et que vous devez choisir entre faire face au tribunal ou crever, Oui, oui. évidemment, vous allez choisir de faire face au tribunal. Bien sûr. Mais si vous pouvez développer des outils dans ce qui est anticipation, préparation physique et un minimum de technique, évidemment, il vaut mieux choisir ça que faire face au tribunal. Évitez. Mais tout est question encore de hiérarchie. De contexte, Si de je suis amené à hiérarchie. crever, bien évidemment que je vais faire usage de ce que j'ai et ce que je peux faire. Pour vous donner un exemple, j'en ai déjà parlé, mais mon père a été agressé par 3 chances pour la France. Quand je suis arrivé, j'ai commencé à mettre des claques et j'ai été, je pense, courtois. J'ai juste mis des baffes. Mon but n'était pas du tout d'envoyer qui que ce soit à l'hôpital. Mais à force de me dire, mais t'inquiète, on va revenir parce qu'on sait où ton père il habite. Donc de toute façon, demain ou dans une semaine, on reviendra, on s'occupera de ton père. Ça a fini avec un mec qui a eu la jambe cassée, qui a pris 70 jours d'ITT, vous comprenez? Donc, et vous perdez quand même. Hein. Vous êtes à 3 contre 1. C'est les 3 qui gagnent au tribunal. Et vous pouvez dire, oui, mais vous allez quand même payer du dommage et intérêt. Vous allez quand même avoir un casier judiciaire. Le prochain contrôle de police qui va se passer sur votre permis de conduire, même si vous avez rien à vous reprocher, les mecs vont aller regarder qui vous êtes au fichier. Ils vont revenir avec la main sur l'holster parce qu'il y aura marqué violence aggravée sur votre casier. Donc ils vont se dire que vous êtes un putain de dégénéré. Alors qu'en fait, vous êtes juste un chef d'entreprise qui a fait ce que tout homme naturel devrait faire. D'accord? Donc il est très très important de bien re-hiérarchiser les choses. Se balader avec son arme FFT pour potentiellement faire usage de son arme, c'est être un putain de mongol. Il faut appeler les choses par leur nom. C'est être un mongol. Maintenant que vous ayez la même chose en gomme-cogne, en catégorie C, arme non létale, pour faire très très mal à la menace, mais potentiellement je suis au tribunal. Oui, je suis pas censé l'avoir. Oui, je suis pas censé utiliser. Mais on est dans un contexte sociétal et j'ai utilisé un truc non létal pour mettre fin à la menace. Vous êtes dans une notion, vous n'avez pas fait en sorte, ou vous n'aviez pas développé une stratégie d'enlever la vie de quelqu'un. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez pas emmerdé. Ce qui ne veut pas dire que vous ne serez ça pas emmerdé, limite un mais peu on les est choses. quand même un cran largement au-dessous, d'accord? Au niveau personnel, déjà, je me prépare à ce que ça arrive, même si je ne souhaite pas que ça arrive. Et donc, dans ma préparation, je me prépare d'abord à fuir. Je repère les lieux, je fais en sorte que ça ne m'arrive jamais, je ne me fais jamais surprendre. J'ai toujours 2 temps d'anticipation. Et si jamais ça arrive, run. Run le plus loin possible, run vers des gens, je crie, je hurle. Si jamais je suis dans une situation où m'échapper n'est pas possible, j'ai développé le maximum de conditions physiques généralisées, en aérobie, en force, en anaérobie pour être capable de gérer le stress response qui va se produire à ce moment-là. Et derrière, dans le développement des compétences vraiment propres au combat, je vous invite à passer, si vous êtes un homme, d'abord par le MMA pour avoir le choix d'une réponse potentiellement graduée. Et si vous êtes une meuf, à aller directement sur des choses extrêmement violentes, extrêmement brutales, parce qu'étant une femme, dans le contexte pénal, ça se passera mieux et ça sera quand même accepté. Encore une fois, c'est pas parce que je parle d'un contexte comme ça que vous devez, à chaque fois qu'un mec vous demande votre prénom de manière un peu trop insistante, venir essayer de lui péter un tympan ou lui faire une prise à la Frank Poppers. D'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire. Faites l'effort de prendre ce qu'on vous explique de manière intelligente et de ne pas faire exprès de prendre exactement l'opposé de ce qu'on dit, puisque sinon, dans ces cas-là, il n'y a pas de débat et on ne peut rien vous apporter. Et de les D'accord? réadapter à chaque contexte. Parce que
Il y Parce aura que une tout est adaptabilité. Et d'ailleurs, vous pouvez vous préparer à tous les contextes, ce sera toujours des cas conformes, et il faut savoir que dans le moment où ça va se produire, ça sera jamais un cas conforme. Ça ne sera jamais un cas conforme. Moi, je suis très très entraîné à la bagarre. Le seul jour où j'ai dû défendre mon père, je me suis retrouvé en espadrille. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous battre sur du goudron pieds nus. Je vous garantis que ça marche pas très bien. Donc forcément, la durée du combat dure. Vous devez rentrer dans des marmites qui font beaucoup plus mal. Et derrière, les conséquences sont beaucoup plus élevées. Alors que si j'avais été en basket, je peux vous assurer que les 3, ça aurait duré beaucoup moins que ce que ça a duré. D'ailleurs, vous pouvez Mhm. faire la meilleure préparation du monde sur tous les domaines dont on vous a parlé. Vous préparer ne vous garantit pas de vous sortir d'une situation. Ça veut rien dire du tout. Acceptez que ce sera le chaos. Voilà. Et acceptez que s'il y a affrontement physique, si vous vous en sortez avec une mâchoire déplacée ou un bras cassé, vous vous en sortez bien. Ce qui est sûr, c'est que avoir un maximum de préparation réduira les chances que ça se passe mal. Mais Augmentation des probabilités de survivabilité. Vous vous préparez à ce que malgré tout votre niveau de préparation, si vous vous engagez là-dedans, ce sera le chaos. Donc ça, il faut apprendre à gérer le chaos, il faut s'y attendre. Ça aide. Quand on s'attend au chaos, ben quand c'est le chaos, on n'est pas surpris. Même à la fin, quand ça c'est le plus de la oh putain, je pensais que ce serait pire. Donc, ça me fait penser à un truc d'ailleurs. on se prépare à la théorie du chaos. Peu importe mon niveau de préparation, ce sera le chaos. Et je considère que si je m'en sors juste estropié, c'est déjà pas mal. Comme ça, si vous prenez des nions, eh ben vous ne vous dites pas ah mais je pensais qu'avec mon niveau de préparation, ça se passerait mieux que ça. Vous prenez des nions, vous avez accepté que tant que vous n'êtes pas décédé, eh ben, vous avez encore une pièce sur la table et il est temps d'en remettre et vous allez pouvoir devenir combatif. Mais vous ne pouvez pas développer une agressivité maximale et un niveau de combativité maximal si vous ne comprenez pas que le combat c'est le chaos et si vous ne comprenez pas que sortir d'un combat juste estropié, c'est déjà une chance. Je voulais rajouter un truc qui fait peut-être pas partie des 3 piliers dont Vas-y, on a vas-y, parlé, vas-y. mais qui est important d'après moi. C'est tout à l'heure, là, à l'instant, là, tu parles de préparation au chaos. La préparation au chaos, ça passe aussi par la mentalisation et de l'intelligence de situation. Quand je dis mentalisation, c'est volontairement s'imaginer dans des situations. Alors, pas se créer des films tous les jours et surtout pas des films qui se rapprochent des films qu'on voit au cinéma, parce que la réalité, ça se passe pas du tout comme au cinéma. Mais se mettre mentalement dans des situations qui potentiellement peuvent arriver, avec des contraintes réelles et pas en se prenant pour un super-héros. Visualisation. Voilà. Ça vous permet de mieux les anticiper, de développer une intelligence des situations qui vous offrira une analyse et une lecture de situation le moment voulu, plus proche de la meilleure réponse que vous pourrez fournir. Et ça, vous pouvez l'exercer au quotidien. Vous attendez pas d'être dans la. Si vous êtes dans le train régulièrement, vous allez à la gare régulièrement, vous repérez les sites de secours, vous repérez où c'est qu'il y a du monde, vous repérez où c'est qu'ils tournent les vigiles, vous repérez où c'est qu'ils tournent les militaires en vigipirate, vous repérez à quelle heure il y a des groupes de merde, etc., etc. Et vous créez au fur et à mesure vos plans. Ok, si ça se passe comme ça, je vais faire ça. L'intelligence de situation. Tout C'est à une l'heure, chose qu'on développe beaucoup sur les stages TIFTAC d'ailleurs. le meilleur exemple dont tu parlais, c'est le guichet de retrait, où tu vois toutes les mamies qui tournent pas du tout la tête. Mais la première situation dans laquelle vous pouvez vous visualiser, c'est le guichet. Qu'est-ce qui fait que nous, on se retourne au guichet ou qu'on fait en sorte qu'il y ait quelqu'un derrière nous? On a peut-être 100 fois moins de chances de se faire agresser qu'une mamie. Et Bien pourtant, sûr. nous, on se discipline à se retourner. Parce qu'on s'est déjà mis dans la situation où quelqu'un arrive par derrière, il met un coup dans la tête, un étranglement, peu importe. On visualise. Donc, la visualisation nous permet de développer une intelligence de situation qui nous permet de mettre en place une vigilance qui devient un peu automatisée. Pas paranoïaque, mais automatisée. En acceptant que, bien que j'ai visualisé, j'accepte qu'à l'instant T, ça sera le chaos. J'ai anticipé que quelqu'un pourrait m'attaquer par derrière quand je suis au guichet, mais j'accepte qu'il ne me prenne pas par derrière, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il me parle mal, qu'il me parle très bien, qu'il ne l'ait une lame et qu'il n'en ait pas, qu'il soit deux, qu'il soit trois. Que je sois avec ma femme, ou que je sois avec mon fils, ou que je sois tout seul, ou que je sois avec mes potes. Et j'accepte que les conditions seront différentes, ce sera que des cas non conformes, mais comme j'ai accepté le chaos, eh bien, j'embrasse le chaos pleinement, et je me dis que si je survis, ça fera une putain d'anecdote à raconter à mes enfants. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, vous likez, vous commentez, vous partagez. Si ce genre de sujet vous intéresse, contactez-nous et on vous en fera plus. Bye bye.